Bonjour Marjolaine. Salut Grégory, bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous. Un de mots, moi je suis Grégory, je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Ici Lundi, un espèce de H7 à la nantaise, donc un écosystème plutôt start-up et innovation, effectivement à Nantes. Et on est les co-organisateurs de l'édition délocalisée de Zero to One à Nantes, qu'on répétera l'année prochaine. Donc si jamais vous voulez prendre vos billets de train, c'est maintenant. Voilà. Marjolaine, je suis hyper content d'avoir la chance de t'interviewer. Je vais prendre le risque de te présenter en quelques mots. Vas-y. J'ai besoin de ma fiche parce qu'il y a trop de trucs. Je le prends pas mal. C'est un peu, voilà. Moi, j'ai fait un petit post hier. J'ai dit que tu étais le genre de femme qui te disait que tu n'avais probablement pas assez bossé à l'école. Voilà. Donc 3 écoles, Sciences Po, Berkeley et HEC. Voilà, pas mal. Pendant les études, c'est un peu le projet qu'on va un peu suivre en fil rouge. Tu cofondes une boîte qui s'appelle Jam, qui est un chatbot, un média chatbot pour les 15-25 ans. On y reviendra. C'est une boîte aussi que tu as revendue à June Marketing. Et puis tu as eu quelques petites célébrations, moments de visibilité. Première femme entrepreneur à être invitée au F8. C'était il y a quelques années déjà, mais c'est quand même un marqueur de ce que tu as fait dans ta petite histoire entrepreneuriale, dans ta belle histoire entrepreneuriale. Et puis quelques trucs, quelques prix du genre femme Forbes under 30, Top Innovators under 35 du MIT. Ouais, t'as pas besoin de tes fiches. Hein, ouais, c'est vrai, t'as vu. En tout cas, très stylé. Tu veux compléter quelque chose là-dessus? Non, je pense que, je pourrais. Hein, j'ai plein de choses à raconter, mais. Okay. Ouais, non, mais. En tout cas, bravo pour le parcours. C'est assez impressionnant. Ici, on va peut-être reprendre le fil rouge de Jam. Peut-être que tu peux en dire 2 mots sur le représenter Jam et puis peut-être le début de l'idée, donc pendant tes études, ce qui t'a permis ce qui t'a engagé dans le lancement de ce projet-là. Bon, merci pour cette présentation. Jam, effectivement, qu'on présente aujourd'hui comme un chatbot qui a eu 1 million d'utilisateurs, que j'ai revendu il y a 2 ans à June Marketing. C'est une aventure de 10 ans. Donc, la résumer en quelques secondes, c'est pas facile, mais voilà, Jam, c'est un média qui échange avec des jeunes de 15-25 ans directement dans Messenger ou Instagram pour les faire réfléchir à des sujets de société. Mais c'est surtout un projet qui a énormément évolué. Et au départ, quand je l'ai monté, les balbutiements, c'était 2012-2013, donc pendant mes études. Mon envie, c'était tout simplement d'aider les étudiants, les jeunes, dans leur vie quotidienne, à trouver ce dont ils avaient besoin. Et on pourra en parler, mais ça a pris plein de formes différentes. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse à titre personnel et pour mon parcours d'entrepreneur, c'est qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça et quelles sont les différentes formes que ça a pris et comment ça a évolué et pourquoi aujourd'hui je me sens encore connectée à cette envie d'aider les gens à se réaliser dans leur quotidien, mais ça prend des formes complètement différentes. Qui connaît Jam dans la salle? Ok, très bien. Vous l'utilisez? Ok, trop bien. Moi, je le connaissais parce que je connaissais l'histoire entrepreneuriale, mais j'étais pas un utilisateur, donc mais j'étais moins dans la target, je dois l'admettre. Pardon. Et j'ai redécouvert, et en fait, c'est probablement ce qui t'habite aussi, c'est le sujet de l'information, de la bonne information, à une audience qui consomme l'information différemment. Et ça revient, on va faire un petit parallèle là-dessus, sur ton why. Peut-être tu peux nous redire un peu ce qui t'a animé là, plus particulièrement, sur ce sujet de l'info aux jeunes, ou en tout cas, voilà. Et puis on va revenir sur le... Je pense que le terme information, il est intéressant et c'est le bon parce que information, on peut l'entendre comme média, mais une info, ça peut être tout simplement tiens, il y a un stage près de chez toi, ou tiens, voici comment postuler un job, ou tu veux louer un appartement, tu veux trouver une idée de cadeau, c'est aussi de l'information.
Et moi, j'ai toujours été un peu fascinée par cette idée d'asymétrie d'information, et que quand tu n'as pas les bons outils, les bonnes infos, tu galères, alors que parfois, elle pourrait être accessible facilement. Et quand j'ai eu cette idée quand j'ai eu plutôt ce désir d'entreprendre, c'était pendant mon année à Berkeley, justement, en Californie, où je me retrouve sur un campus avec 55 000 élèves, et je me dis, je galère à trouver un covoiturage, une chambre à louer, à acheter des bouquins qui ne coûtent pas $150 pour un cours obligatoire, qui n'est pas du tout les moyens que j'avais. Et je me disais, mais je suis sûre que l'info est là, mais dans le sens, la ressource est là. Et mon why, c'était ça. C'était aider en fait les gens dans leur quotidien, donc les étudiants, parce que pour moi, une bonne pratique entrepreneuriale, c'est de gratter son propre problème, quoi, donc d'aller résoudre son propre problème. Ça a été de créer une plateforme qui permettait aux étudiants de se partager des bons plans entre eux au sein de l'école. Et le premier raccourci et la première grosse erreur que j'ai faite, c'est ça. C'est qu'un jour, je me suis réveillée avec un problème à résoudre et à 14h, j'avais déjà le what, quoi. Je me suis dit, c'est dur de trouver la bonne info quand on est étudiant. Je pars me balader et limite 2 heures après, j'étais génial, j'ai eu l'idée de génie, pas du tout une idée de génie. On va créer une plateforme qui met en relation les étudiants. Et j'ai mis 1 an à me planter et en fait, à aller suivre cette intuition et à comprendre qu'en fait, oui, j'avais identifié un vrai problème, mais je m'étais complètement plantée sur l'exécution. Et bon, j'ai appris plein de choses et c'est génial. Et en plus, à 22 ans, j'étais étudiante à côté, j'avais pas grand-chose à perdre en fait. Mais pour moi, la première erreur qu'on a faite, c'est ça, c'est de se dire, je vais m'attacher à mon what, à mon quoi, en fait, à mon produit, et pas passer du temps avec pourquoi je fais les choses et pour qui. Et peut-être que ma nuance au why, c'est aussi le qui, quoi, le who. Ok. Tout le monde connaît le Golden Circle de Simon Sinek. Qui connaît ce concept? Ouais, à peu près. Ok. Je trouve ça intéressant parce que en fait, dans l'entrepreneuriat, ce Golden Circle, cette méthodologie le principe, c'est on part du why, on part de la mission, du pourquoi, de ce qui nous motive et de ce qui nous anime vraiment pour construire le projet. Et donc, ce que tu dis un peu, c'est que tu avais un peu trouvé ton why, tu ne l'as probablement pas suffisamment étoffé et tu es allé très vite sur qu'est-ce qu'on fait, quoi. Je pensais que c'était ça, entreprendre. C'était avoir l'idée du quoi. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai une vision très différente qui est, pour moi, entreprendre, c'est être passionné par le problème à résoudre. On ne demande pas à un entrepreneur, une entrepreneuse de trouver la solution. On demande d'être à l'écoute et d'être passionné par un problème à résoudre et d'y penser tout le temps. Ok. Et c'est vrai que le Golden Circle fait un peu partie des espèces de figures imposées. Alors, peut-être pas toujours, mais en tout cas, c'est assez populaire dans l'entrepreneuriat parce que nombreux sont les accélérateurs, les incubateurs qui te font passer par l'épreuve du why how what dans ton projet. Tu fais ton why how what. Exactement, ouais, exactement. En vrai, c'est souvent un truc qui est balayé un peu rapidement. Tu vois, on te fait l'atelier, en 2 heures, tu as posé ton why how what et puis ça y est, quoi. Il me semble que c'est pas suffisant. Je crois que tu es assez d'accord avec ça. Comment toi ou vous avez travaillé ce Golden Circle un peu plus en profondeur et qu'est-ce que ça vous a apporté dans ce 0 to 1 justement alors même si tu as eu un 0 to 0,5 puis 0,2 puis etc. Mais... C'est plutôt ça, ouais. Un pas en avant, 3 pas en arrière. En fait, ce fameux Golden Circle, pour moi, ça a été vraiment la jeunesse de Jam. Jam n'aurait pas existé si on n'avait pas ça en tête. Et on l'a construit parce qu'on s'est pris cette première claque du début où on a cru que ce qui comptait, comme je disais, c'est d'avoir une idée et puis de la mettre entre les mains des gens. Et après cette première phase de la réalité en face où on avait créé une communauté, on avait un peu teasé pendant 1 an dans l'école pendant laquelle j'étais à ce moment-là, donc à Sciences Po. Pendant 1 an, on a un petit peu hypé tout le monde. On va sortir un produit, ça va être génial, tous vos problèmes vont être résolus, c'est parti, c'est parti. Plein de gens se sont connectés le jour J. Et puis 3 jours plus tard, il n'y a plus personne sur la plateforme. Donc on est vraiment allé très vite, on a parlé que du what. Et en fait, on a eu ce moment d'humilité de « Ah mince, on s'est trompé ».
Alors pourquoi on a fédéré les gens? Parce qu'on leur a parlé de leurs problèmes et ils étaient touchés. Bah oui, effectivement, je galère à trouver un job, à trouver un stage, à trouver un appart, à avoir l'info, me sentir connecté aux autres dans l'école, etc. Mais quand on leur a mis la solution en face, il ne s'est rien passé. Et après 1 an de travail, là ça paraît simple, mais c'est un peu dur. Et tu peux même considérer que c'est long. Enfin, j'imagine que tu vois, ou que c'est trop lent. Oui, c'est ça, 1 an et tout. À se dire, ok, il faut être sûr que notre archi technologique, elle puisse accueillir 1 million de personnes. On n'en avait pas une. Enfin, on était vraiment dans un truc, on va scaler, c'est parti, la croissance, alors qu'on n'avait pas encore une personne. Et en fait, ce qu'on a fait, et on n'avait pas le choix, on a dit à nos quelques utilisateurs, venez nous voir dans nos locaux, on était accélérés au Nouma à Paris, venez nous voir et on va repartir de votre problème, on va vous écouter et on va dessiner ensemble la solution. Et vraiment, et moi je me souviens très bien, cette première personne s'appelait Jean-Claude. Il est venu et il nous a dit, voilà, moi je cherche une salle de gym à côté de chez moi. Jean-Claude. Étudiant à Sciences Po. Il est venu et je le remercierai toujours. On lui a offert une bière et on lui a dit, c'est quoi ton problème, Jean-Claude? Pas comme ça, mais comment on peut t'aider? Et il nous a dit, je cherche une salle de gym près de chez moi qui fasse, je sais plus, du Krav Maga et de la boxe. Et je cherche aussi un endroit où emmener mon date Tinder, qui soit cool, mais pas trop, qui soit... On était là, ah ouais, c'est ça mon job maintenant, c'est d'essayer de résoudre le problème de Jean-Claude qui cherche un endroit pour amener son date. Et qu'à cela ne tienne, c'est parti, quoi. Et en fait, on a passé quelques jours, tu vois, 1 semaine ou 2 avec quelques étudiants à comprendre et leur dire, mais du coup, pourquoi t'as pas trouvé la salle de gym? Parce que j'ai pas l'info, je sais pas où chercher, j'ai des informations contradictoires, et puis de toute façon, j'ai pas le temps, j'ai mes partiels, etc. Et du coup, on a vraiment décortiqué le chemin de comment je passe de j'ai un problème à j'ai l'info. Et on lui a dit, donne-nous ton numéro et on va t'écrire un texto quand on a la solution. Et on a commencé à envoyer des messages. Loïc, mon associé, qui est lui ingénieur, il disait toujours la plus belle ligne de code, c'est celle qu'on ne code pas. Et tant qu'on n'a pas fait quelque chose 3 fois à la main, je ne le code pas. Donc on était une équipe, on était 5-6, à être autour d'une table et à aller faire les recherches, à écrire des messages, les messages qui devenaient des templates, etc. Et en fait, le mot s'est passé très très vite. On a automatisé, bien sûr, on n'était pas en train d'envoyer des textos avec nos petits portables, on utilisait Trello, donc l'outil de gestion de tâches, et on avait des nouvelles personnes qui s'inscrivaient, produit qui a toujours été gratuit. Et en fait, là où pendant 1 an, on a essayé tant bien que mal d'avoir quelques utilisateurs, en 3 semaines, on a eu 80 000 personnes qui ont écrit à Jam. Et là, tu te dis, ah ok, en fait, quand j'arrête d'être dans ma tête et de croire que mon rôle d'entrepreneur, c'est d'avoir l'illumination, mais que c'est plutôt un rôle très humble de dire je me mets au service et mon rôle, c'est d'être créatif pour résoudre le problème, mais j'ai besoin qu'on me nourrisse de problématiques, de problèmes à résoudre, de frustrations, de pain points, pour faire un peu d'anglicisme, ça change tout et c'est plus plaisant. Ce qui est intéressant, alors j'aime bien la plus belle ligne de code, c'est celle qu'on... Ouais, c'est sympa, mais tu es là, t'es ingénieur quand même, tu peux coder. C'est pas il a raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelque part, tu as mis le produit de côté au début. Enfin, en tout cas, dans ton redébut, tu vois. Tu as remis le produit de côté. Et puis, tu t'es reconcentré sur les utilisateurs. Il y a toujours, c'est marrant parce que la conf, la première conf ce matin, on en parlait là, le parti pris est un peu plus fort. C'est-à-dire, les utilisateurs, ça ne doit pas être ton mantra parce que tu vois, il reprenait l'exemple d'Henry Ford qui disait si j'avais écouté les gens, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides et pas des voitures, quoi. Et donc, ce que moi je perçois, c'est peut-être que dans ton écoute utilisateur, justement, tu es allé chercher ce why profond, quoi. Tu vois, enfin, profond, je sais pas, on va pas le sanctuariser, mais quelque part, te détacher de la solution très fort pour aller chercher ce que tu peux résoudre particulièrement. C'est la fameuse technique des 5 whys ou des 5 pourquoi. Ouais. C'est quand tu fais une interview utilisateur. En fait, on a été formés, tous et toutes, à aller tout de suite à la solution et un peu éluder le problème. Et donc, quand tu demandes à une personne, par exemple, pourquoi tu n'arrives pas à trouver un stage, il va dire parce que j'ai pas une plateforme de stage bien faite.
Tu dis non, non. En fait, ça, c'est la solution. Les gens ont envie de te mettre une idée de solution parce que ils pensent t'aider aussi. Donc, ils disent, bah oui, moi, ce qu'il me faut, c'est une barre de recherche mieux faite, ou c'est plus de stages proposés, ou c'est des partenariats. C'est là, non, en fait, pourquoi ? Parce que, oui, j'ai pas identifié vraiment le stage que je veux faire. Pourquoi ? Et en fait, tu poses 5 fois la question et une fois que limite, t'écoutes pas les réponses. Pourquoi ? Tu peux penser à autre chose. Hein, pourquoi ? Et à la 5e fois, parfois tu vas même jusqu'à 7, il te dit oui, parce qu'en fait, je manque de temps. Et pas parce qu'il me manque une plateforme. Et ça, c'est un truc, j'ai pas mal enseigné l'entrepreneuriat et souvent mes élèves, je leur dis c'est quoi le problème que tu veux résoudre ? Ils me disent le problème, c'est que les gens n'ont pas une application qui. Non mais c'est pas parce que tu commences ta phrase par le problème que tu m'as eu. Enfin en fait là tu me pitches pas un problème, tu me pitches une solution. Oui, le problème c'est qu'il manque une plateforme de mise en relation. Non. Et en fait on est tous conditionnés à penser solution et se dire que c'est comme ça qu'on va s'éclater. Mais je pense qu'on peut pas. J'utilise le mot, on ne peut pas tomber amoureux d'une solution, mais on peut tomber amoureux d'un problème. Et moi, quand j'ai identifié vraiment quelque chose qui me passionne, en l'occurrence, mon fil rouge, c'est aider les gens à se réaliser. Et ça peut passer par avoir la bonne info, les bons outils, le bon accompagnement, le bon lieu. Enfin, je fais plein de choses pour ça. Ça, c'est quelque chose où tous les matins, je peux me lever et j'ai envie de résoudre ça. Et si je me prends une claque parce que je n'ai pas trouvé la bonne solution, aucun souci. Je reviens au tableau de bord, au tableau de dessin et je recrée, quoi. Je fais un petit parallèle. Moi, j'aime bien décortiquer les méthodes de vente. Et dans les méthodes de vente, justement, on revient aussi sur les 5 pourquoi. Parce que effectivement, notre réflexe de vendeur, c'est de pousser la solution très vite en disant tu vas voir, tu vas kiffer, ça va être génial. Mais en revanche, on oublie que la compréhension profonde du problème, c'est ce qui va t'aider à mieux vendre, quoi. Les gens adorent parler de leurs problèmes. Hein. Et en plus, donc, si tu viens et que tu les écoutes, tu as des conversations qui sont beaucoup plus riches, plus etc. Quoi. Génial. Là, ça y est, c'est parti, l'ascension, le nombre d'utilisateurs monte. Au début, je t'avais un peu posé la question sur ok, mais en fait, c'est quoi le secret pour passer de 0 à 1 million d'utilisateurs ? Parce qu'en fait, tout entrepreneur se dit, si je craque le truc de comment créer une communauté, on parle beaucoup d'audience, easy business, etc. Comment je craque ce truc pour construire une communauté, je peux faire n'importe quel business en vrai. Et ta réponse a été un peu contre-intuitive ou en tout cas contraire à mon intuition quelque part. Et tu as dit, là tu as fait un chemin un peu inverse, qui est de dire, quelque part tu t'es reconcentré, une fois que tu avais identifié le why profond, là tu t'es reconcentré sur le produit. Et finalement, tu n'as pas cherché à 1 million d'utilisateurs. Tu as construit le produit et c'est lui qui est allé chercher ces 1 million d'utilisateurs. Enfin, je simplifie un peu. Mais... Oui, en fait, quand on a essayé de créer une communauté, on a fédéré les gens autour de nos valeurs, nos ambitions, notre vision, etc. Mais parfois, le produit était décevant. Ouais. Et en fait, quand on passe de l'énergie, de toute façon, on a une énergie et un temps qui est limité, c'est notre ressource clé, donc faut la mettre vraiment au bon endroit. Et quand on a essayé de la mettre on arrête de travailler le produit, mais on va surtout faire du marketing, créer des programmes d'ambassadeurs, inviter les gens à venir, à rester, à avoir des points, de la gamification, c'était du défocus. Ce qui était intéressant, c'est vraiment quand on disait, en fait, les gens, ils vont venir et ils vont nous suivre si on les aide à résoudre leurs problèmes. J'ai l'impression de parler que de problèmes pendant une demi-heure, mais à résoudre vraiment, à avancer en fait dans leur vie, à répondre à leurs besoins, etc. Et un produit, et c'est ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est qu'entreprendre, ça se fait dans le monde réel, dans le monde existant, et donc avec des opportunités, des contraintes, des choses qui évoluent. Et donc, nous, notre produit de départ, on envoie des messages, bien sûr derrière une interface, mais des textos, puis des messages dans Messenger, etc. À un moment, on s'est aussi confronté à l'état de l'art de l'intelligence artificielle à l'époque, très différente d'aujourd'hui. Mais en fait, on essayait, franchement, ni plus ni moins, de créer un chat GPT qui répond à toutes tes questions. On a réussi à le faire avec un mélange d'humains et d'algo jusqu'à 200 000 personnes à peu près. Mais à un moment, on a levé des fonds, on a recruté, on avait une centaine de personnes dans le monde entier qui se relayaient pour répondre aux questions, nourrir les IA, etc. Mais à un moment, ça tenait plus. Moi, j'étais
pas très intéressés par le business model. Donc, à un moment, les investisseurs, ils étaient genre, bah, c'est sympa, mais tu fais pas trop d'argent parce que clairement, on voit que tu t'en fous. Je dis, oui, non, mais on relèvera. Ce qui compte, c'est l'audience, c'est la croissance, etc. Ok, tu recrutes plein de gens. Tu as une équipe de 20 personnes, dont la moitié ingénieurs et qui sont là à coder. Tu as 100 personnes en freelance. Enfin, ça tient pas. Et ça a été aussi un autre coup dur qui a été la croissance ne fait pas tout. Et à un moment, il y a un reality check où tu dois avoir un produit qui correspond à ce qu'il est possible de faire. Et quand à ce moment-là, donc je crois qu'on était en 2016-2017, Meta, Facebook à l'époque, lance M. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont essayé de créer aussi un assistant dans Messenger qui réponde à toutes les questions. Et là, je me dis, ah bah super, notre concurrent, c'est Facebook en fait, qui fait exactement la même chose que ce qu'on veut faire avec beaucoup plus de millions. Et 3 mois plus tard, ils arrêtent en disant l'état de l'art de l'intelligence artificielle ne permet pas de faire ça. Twitter, X avait lancé Tay, un chatbot qui était devenu fasciste en quelques heures à discuter avec les utilisateurs. Donc là, tu te dis, ok, ni à l'époque Facebook, Twitter n'y arrivent. Peut-être que je ne suis pas exactement sur la bonne trajectoire. Et c'est là où, je crois, janvier 2018, dans la nuit, à 4 h du matin, on remplace Jam, qui est un mélange d'humain et d'intelligence artificielle, par 100% chatbot. Et je dis bien chatbot parce qu'il y avait un peu d'IA, mais globalement, il était un peu surtout débile. Et ça a été dur parce que les étudiants se sont réveillés le matin. « Salut Jam, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu m'aides à trouver un endroit pour mon week-end et tout ?» Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Réponds à mec. Et les gens étaient là, mais ça va pas. J'ai reçu des messages, c'était dur. Et en même temps, je me suis dit, heureusement que les gens sont déçus. Mais donc, on recommence. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est que tu crées dans le réel pour des vraies personnes, avec des vraies contraintes, une vraie équipe. Et c'est pas juste de la recherche. Je ne sais pas si qui est familier du concept de product-led growth. Je sais pas si personne. Zéro. Allez, dites-moi. Non. Bon, ok. Je pense, mais il faut expliquer le. Ça va. Ouais. C'est le problème des acronymes et des trucs. En gros, l'idée, c'est effectivement le produit qui génère lui-même la croissance. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de marketing, mais en gros, tes efforts marketing sont évidemment dans une stratégie product, moins importants que dans des stratégies de croissance plus traditionnelles ou moins focusées sur le produit. En revanche, c'est presque le plus dur à faire, quoi. C'est-à-dire ce produit qui sait générer sa croissance lui-même. Et je pense que c'est là où on revient avec cette histoire de golden circle. C'est-à-dire que si tu crées pas un produit qui résout un problème profond, bien adressé et bien précisé, c'est impossible de toute façon, pour moi, si c'est pas un product-led growth, si t'es pas vraiment sur le produit, c'est des artefacts et c'est presque de la hype en fait que tu vas créer autour. Mais si il y a un moment ça résout pas un problème, t'as beau avoir la meilleure identité graphique, le meilleur marketing, créer une communauté de gens, ça s'essouffle en fait. Donc pour moi, la seule façon d'avoir une croissance viable, c'est d'avoir vraiment un produit qui va évoluer avec les besoins des utilisateurs. Tu as changé de vie, tu as revendu il y a 2 ans, donc Jam. Tu as fait une petite transition, j'imagine. Tu as accompagné. Une grosse transition. Transition. Ouais, alors moi j'ai accompagné. Oui. J'ai accompagné pendant 9 mois effectivement la revente. Ok. Et puis là, tu as sauté dans un autre univers. Tu peux nous raconter et puis on va aller chercher aussi ce que tu fais pour le 0 to 1 des autres et comment tu as saisi ce sujet de l'IA qui est assez clé là en ce moment. Ouais. Effectivement, après là, moi j'étais sur les genoux, vraiment, il n'y a pas d'autre mot quoi. Une fois que j'ai revendu, accompagné la transition, l'équipe de Jam a rejoint donc Joan Marketing et on me dit souvent tu as eu du courage de revendre, de repartir à zéro, mais c'était pas du courage, c'était indispensable. J'étais crevée, j'avais plus de jus, il fallait que je me ressource et que je me reconnecte à mon why en fait, à mon pourquoi je fais les choses, pourquoi je me suis lancée là-dessus à 21 ans et 10 ans plus tard, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui m'anime, etc. Et pendant 1 an, j'ai dit non à tout. J'ai dit non à toutes les sollicitations, tous les projets, ce qui a donné des conversations géniales parce qu'on me proposait des confs et je disais non, je vais faire du surf et de la musique. Ah, mais moi je fais de la batterie, super. Je me suis rendu compte qu'en fait les gens avaient aussi envie d'entendre ça.
d'entendre je prends du temps pour moi, je prends le temps de réfléchir, je ralentis. Et j'avais l'impression que ça faisait vraiment du bien autour, d'annoncer ça un peu publiquement, enfin en tout cas dans mes interactions avec les gens, de dire là j'arrive pas, je prends du temps pour moi. Et donc j'ai dit non à tout, j'ai fait plutôt voilà, des projets perso et puis pas de projet du tout. Et je me suis dit je vais être à l'écoute de où est-ce que mon attention elle se porte et où est-ce que qu'est-ce qui me fait du bien, où est-ce que j'ai envie d'aller, mais je ne vais pas être dans ma tête et je ne vais pas me dire mon nouveau projet c'est ça. J'avais très peur en fait de quitter Jam sans avoir le projet d'après. Et en fait, peur du vide, ouais. Peur du vide, peur de ne pas dire je quitte Jam pour réannoncer autre chose de plus grand derrière. Mais en fait, non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. J'ai arrêté Jam et c'est tout. Et c'est un peu étrange. Mon identité était complètement liée à Jam. Limite, j'appelais le dentiste. Bonjour, Marjolaine de Jam. Ouais. Marjolaine. Il y a beaucoup de profils comme ça où l'entrepreneuriat prend tellement de place que le projet d'après. C'est effectivement la peur du vide, quoi. On avait une conf là-dessus. Tellement salvatrice, ce moment de cette période de vide indispensable. Puis tu réexplores Et en fait, je me suis dit, je vais écouter, je vais suivre vraiment mon intuition et voir ce qui me fait du bien, ce qui me fait envie. Et on a commencé à me ressolliciter donc pour des conférences sur travailler autrement, entreprendre, l'intelligence artificielle, comment réaliser ses projets grâce à l'IA. Et la première conf à laquelle j'ai dit oui, c'était à La Réunion. Moi, je suis réunionnaise, j'ai grandi là-bas. Donc je me suis dit, tiens, on va allier l'utile à l'agréable. Allez, si c'est à 200 mètres de là où j'ai passé mon bac, c'est marrant, j'y vais. Et voilà. Et en fait, ça a été... c'est génial. Je suis remontée sur scène et je me suis dit, en fait, oui, ça me coûte parce que là, tout de suite, j'ai pas encore mon énergie qui est remise vraiment, mais en fait, c'est comme ça que je suis bien. Et donc, il faut que j'y retourne petit à petit, mais avec plus de lucidité, de calme que ce que j'ai fait à 25 ans, quoi. Et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs projets, et notamment le projet qui me passionne aujourd'hui. On en parlait un peu, j'ai lancé un bootcamp sur l'intelligence artificielle où j'accompagne des entrepreneurs, des activistes, des artistes. Un artiste que j'adore, Tilassine, un musicien électro. Je suis fan depuis 10 ans, vient de s'inscrire à mon prochain bootcamp. J'étais là, ok, cool, c'est trop bien. Et où j'accompagne les gens qui ont envie de créer ce qu'ils ont dans leur trip, dans leur cœur, grâce à l'état d'esprit, à des outils, à une cohorte de gens, à un momentum. Et en fait, c'est le même why que Jam. Hein. C'est la bonne info, la bonne façon de transmettre pour aider les gens à réaliser ce qu'ils ont dans leur trip. Avant, c'était je t'aide à trouver ton job. Aujourd'hui, c'est je t'aide à créer ton job. Mais on peut se dire, faire un bootcamp et une formation, ça n'a rien à voir avec créer un chatbot. Moi, je sais pourquoi je suis la même personne qui a fait les deux, quoi. Et on a parlé aussi un peu, mais est-ce que tu crois que l'IA crée un momentum particulier pour l'entrepreneuriat ? Quelque part, toi, tu t'en saisis un peu pour ça, en disant, en fait, tu es activiste, tu es artiste. Probablement que, surtout, je veux dire, il y a probablement des entrepreneurs qui peuvent être plus digital natifs, plus matures sur ces sujets-là, mais même si probablement on a tous besoin de se mettre à niveau là-dessus. Mais en revanche, tu vois, d'aller chercher des profils... Je suis activiste, c'est-à-dire je veux monter des projets qui ont de l'impact sur un sujet particulier et pour le moment j'ai besoin de ces outils, de ces méthodos. Comment l'IA là tu l'as défini dans ce momentum et qu'est-ce que ça... Pour moi c'est exactement à ce moment-là en fait que l'IA elle est intéressante, c'est le 0 à 1 et pas le 1 à 100. De toute façon moi je suis pas la bonne personne pour le 1 à 100, moi ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse c'est le 0 à 1 et en fait c'est comment l'IA, elle te permet de faire en quelques heures, au moins en quelques jours, ce que moi j'ai essayé de faire en un an, c'est tester. C'est créer, c'est comment je vais générer un site internet, une présentation, des vidéos, des publicités, de la musique, le fameux MVP, en fait, le produit minimum viable. Moi, ce que j'apprends, que ce soit avec des entrepreneurs ou en entreprise, c'est allez, on va le faire, on va le créer en quelques heures. Et en quelques heures, on a un site où les gens peuvent s'inscrire. Et ça se trouve, l'inscription, c'est juste un lien vers Calendly, donc pour réserver un créneau dans l'agenda, pour parler 20 minutes, pour dire, OK, est-ce que c'est le bon outil, c'est le bon problème, tu veux t'inscrire, etc. En fait, c'est vraiment tous les outils pour tester
et se dire ok, je touche quelque chose et je vais trouver mon fameux product market fit. Donc j'ai trouvé un produit qui correspond à un besoin et à une audience. Donc pour moi, l'IA, c'est pas forcément, ou en tout cas je suis pas calée sur ce sujet de passer à l'échelle. Et je pense que le passage à l'échelle, c'est plus un sujet humain. C'est un sujet humain de persévérance, de s'entourer des bonnes personnes, de structurer une équipe, de monter en compétences, etc. Mais que le sujet du 0 à 1, c'est une personne ou 2, 3, motivés, passionnés, qui ne savent rien et ne savent pas ce qu'ils ne savent pas encore. Parce que pour moi, le début de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est l'humilité totale. Et je sais juste que j'ai envie de résoudre un problème, mais je ne sais pas du tout comment. Et ça se trouve, c'est pas l'audience que je crois, c'est pas la plateforme que je crois, c'est pas la techno que je crois, peu importe. C'est juste, je sens qu'il y a un feu intérieur, j'ai envie de le réaliser et je vois tellement de gens. Pour moi, l'IA, c'est la différence entre, c'est pas je résous mon problème, enfin je crée mon projet plus rapidement, mieux, moins cher, oui, mais c'est la différence entre je le fais ou je ne le fais pas. Et je vois tellement de gens, et c'est ça qui me donne envie de me lever le matin, c'est qui ont des choses à proposer, qui ont envie de faire des choses, mais qui se disent non, mais j'ai mon job, ou non, mais j'ai pas la sécurité, non, mais j'ai pas assez d'argent, mais j'ai pas la connaissance, parce qu'on imagine la montagne à gravir pour aller le tester. Et ben l'IA, elle débloque ça. Et je trouve ça magnifique de se dire que c'est la différence entre ce projet n'existera que dans ma tête ou waouh, en 3 jours. Franchement, même en 3 semaines, un truc vraiment quali. J'ai mes premiers utilisateurs, j'ai mes premiers clients, et c'est parti. Maintenant, je suis assez rassurée pour me dire je vais m'y dédier. Et après, le passage à l'échelle, c'est d'autres choses. Allez, histoire de repartir avec quelques trucs concrets, tes 5 outils préférés là, sur lesquels tu... L'outil un peu wow effect, c'est Gamma, G-A-2-M-A, qui permet de générer des sites ou des présentations avec un petit prompt, donc une petite requête. J'aime beaucoup Eleven Labs, qui sert à créer des voix ou dupliquer sa voix, créer de l'audio, c'est hyper quali là-dessus. HeyGen, donc H-E-Y-G-E-N, pour faire de la vidéo, soi-même ou des avatars vidéo. Évidemment Squarespace, pour créer un site et qui a intégré maintenant de l'IA dans le site. Et j'aime bien Reboom, créé par un Français, R-E et Boom, B-2-O-M, qui permet de générer des articles de blog automatiquement grâce à l'IA et dans l'idée d'améliorer son SEO. Donc il va te dire quels sont les clusters, les mots-clés, comment écrire ton blog, et qui moi tous les jours me fait 2 articles de blog en temps réel. Mais ouais, je ne vais peut-être pas la donner bit.ly/Marjolaine Grondin, vous avez ma liste des outils préférés. Ok, excellent. Marjolaine, tu animes un bootcamp, tu as même fait un petit code H7 Family, c'est ça? Ouais, j'ai créé un code H7 Family, en majuscule tout attaché, pour offrir 150 € de crédit si vous avez envie de rejoindre mon bootcamp. Voilà. Merci infiniment Marjolaine pour ce temps. Avec plaisir. On a gratté Merci 30 secondes. Merci à tous.